Bonjour, j'irai probablement pas au bout de mon intervention. Donc, à un moment donné, on avait proposé aux gens de dire qu'est-ce qui faisait que, personnellement, intimement, ils étaient mobilisés autour de cette question de l'isolement. Donc, je vais déjà lever ça. Quand j'avais 6 ans, il m'est arrivé d'être placé dans un orphelinat tenu par les Sœurs de la Providence. Donc tous les matins et le soir, je rentrais de l'école en passant devant la maison de mes parents, ce qui fait que pour moi l'orphelinat était difficilement acceptable. Donc j'étais rebelle. Et les rebelles étaient traités en étant enfermés dans une pièce noire jusqu'à ce qu'ils se calment. Donc rebelle je l'ai été, mais sûrement pas suffisamment pour pouvoir être attaché. Mais j'ai aucun doute sur que si je l'avais été, les Sœurs de la Providence m'auraient attaché. Donc, dans mon intérêt pour l'isolement, il y a quelque chose qui circule comme ça. On peut sûrement faire le lien avec ce qui s'est passé à partir des années 45-50, quand les psychiatres et les infirmiers sont revenus des camps de prisonniers et qu'ils ont décidé de supprimer les unités d'AJT. Voilà. Les moyens de contention sont nuisibles aux malades et augmentent l'agitation. Ils sont souvent considérés par les malades comme une punition. On peut juger de la valeur des infirmiers par le petit nombre des moyens de contention qu'ils emploient. Un personnel bien instruit n'en fait usage qu'exceptionnellement. L'usage de ces moyens favorise la paresse et le défaut de surveillance. Ces lignes datent de 1912. Il y a un siècle. Elles sont extraites du manuel technique de l'infirmier des établissements psychiatriques à l'usage des candidats au diplôme d'infirmier de ces établissements. Ce manuel, écrit par Ludovic Marchand et Roger Mignot, médecins honoraires de la Maison nationale de Charenton, a contribué à former des générations d'infirmiers psychiatriques. Il a été constamment réédité jusqu'en 1952. Pour les auteurs, les moyens de contention ne constituent en rien une norme. Ils sont plutôt situés dans le registre de l'erreur, voire de la faute. Il ne s'agit pas pour eux de chercher des alternatives aux contentions, mais de les cantonner au registre de l'exceptionnel. Ainsi, dès l'origine de la profession d'infirmier en psychiatrie, la contention a été décrite comme nuisible parce qu'augmentant l'agitation est vécue par les patients comme une punition. C'était à la rareté de son emploi que l'on mesurait la compétence d'un infirmier psychiatrique. On a souvent moqué leur formation, mais il n'empêche qu'un infirmier suffisamment instruit ne faisait qu'exceptionnellement usage de la contention. Ce bagage que tout apprenti, puis élève infirmier recevait en cours a été bien oublié. Nous ne chercherons pas à analyser les causes de cette disparition. Il nous suffit de savoir que nous avons su collectivement nous passer de ces mesures extrêmes. Des savoir-y-faire avec l'agitation ont disparu, faute d'être reconnus, transmis et développés. Notre propos n'est pas de clouer au pilori les soignants d'aujourd'hui, mais de décrire de quelle façon les contentions sont nuisibles, comment elles retentissent sur le parcours de soins puis de vie des patients. J'évoquerai à peine l'isolement, préférant réserver mes coups à la contention. Une étrange amnésie s'est emparée de nous. De nombreux textes décrivent ses conséquences historiques, cliniques et sociologiques. Nous en ignorons la plupart. Pour les connaître, il faudrait évidemment lire des livres, les commenter, repérer ce dont nous pouvons nous inspirer. Nous saurions de cette façon que la contention n'est pas une fatalité. Ainsi, nous rappellerions-nous qu'à partir de 1839, en Grande-Bretagne, l'asile de Hanwell, sous l'impulsion de John Connolly, supprima les contentions. Le No Restraint et l'Open Door, nom donné à ce mouvement, finit par conquérir toute l'Europe, sauf la France. Seul Marandon de Montiel, à Villevrard, le mit en application dans les années 1895. Alors que les taux de guérison des méthodes classiques atteignaient péniblement 5 à 7% des hospitalisés en France, il montait à 25% à Hanwell, sous la direction de Connolly. S'il est difficile de comparer des chiffres qui ne décrivent pas tout à fait la même réalité, on peut noter que les suicides étaient exceptionnels à Hanwell et que les conditions de vie y étaient bien meilleures qu'en France.
Albert Londres, le grand journaliste, fait le même constat dans son enquête sur les fous en 1925. Les patients internés dans le service de Maurice Dide, à Toulouse, bénéficient d'une plus grande liberté, pouvant exercer leur profession. À l'hôpital même, ils se réinsèrent beaucoup plus facilement. Un peu plus tard, après-guerre, Philippe Paumel démonte ce qu'il nomme le mythe de l'agitation et décrit dans sa thèse comment, en levant les contentions et en restreignant les isolements, on modifie l'ambiance des lieux de soins et on favorise le rétablissement des patients. Toscaïès, Bonafé, Houry et beaucoup d'autres, notamment des infirmiers, vont montrer que la violence n'est pas essentiellement le fait des patients, mais la conséquence de dysfonctionnements institutionnels. Pour supprimer et les quartiers d'agités et les contentions, il faut soigner l'institution. La psychothérapie institutionnelle, qui naît entre autres de ce constat, impulse d'autres types de relations avec les patients et éradique la contention. Des patients jusque-là régulièrement attachés deviennent secrétaires du club, écrivent dans le journal de l'institution et travaillent à se réinsérer bien avant qu'apparaisse le mot réhabilitation. Pathologie de la liberté, la folie se soigne par la liberté plus que par la contrainte. Les sociologues vont également s'intéresser au fonctionnement d'institutions psychiatriques. Pour Goffman, le plus connu d'entre eux, l'hôpital psychiatrique est une institution totale, voire totalitaire, selon les traductions. C'est-à-dire un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. On peut retrouver 5 caractéristiques à ces institutions. Une coupure du monde extérieur, la prise en charge de tous les besoins des reclus, un fonctionnement de type bureaucratique, des contacts limités entre reclus et personnel, et la suppression des frontières entre les différents domaines de la vie quotidienne, travail, loisirs, sommeil, alimentation, se produisent au même endroit. Où retrouve-t-on mieux ces caractéristiques que chez le patient attaché à son lit ? Goffman précise que l'HP appartient à la sous-catégorie des organismes qui prennent en charge les personnes jugées à la fois incapables de s'occuper d'elles-mêmes et dangereuses pour la communauté, même si cette nocivité est involontaire. Dès l'entrée, se produisent des changements radicaux dans la carrière morale du nouveau venu, carrière marquée par une modification progressive des certitudes qu'il nourrit à son propre sujet et au sujet d'autres personnes qui importent pour lui. Je ne reprendrai pas ici les différentes techniques de mortification décrites par Goffman. On peut cependant noter qu'isolement et contention accentuent le dépouillement des données sur lesquelles l'individu s'appuyait ultérieurement pour fonder son identité personnelle. Il est dépouillé de ses vêtements, de ses papiers d'identité, de tous les menus objets qui l'accompagnent et qui le représentent. Il est dépossédé de ses rôles sociaux, visites interdites, impossibilité de s'adonner à ses hobbies, et même parfois confiscation des alliances, dentiers, voire appareils auditifs. Après l'admission, surtout si une période de contention et d'isolement lui succède, le reclus subit une altération de l'image de soi. Tout règlement, tout commandement, toute besogne obligeant l'individu à accomplir des gestes ou à adopter des postures qui l'humilient sont de nature à le mortifier. Le patient est souvent nu. Attaché, il mange avec une cuillère d'une main et s'en met partout. Il est accompagné pour la douche. Il perd le contrôle de ses sphincters. Il n'est vu qu'en contre-plongée, etc., etc. Ainsi que l'écrit Goffman, bien que le reclus, s'il retourne jamais dans le monde, puisse renouer avec certains de ses anciens rôles, il est évident que d'autres pertes sont pour lui irrémédiables et qu'il peut les ressentir douloureusement. Il lui sera peut-être impossible plus tard de retrouver le temps perdu pour parfaire son éducation, progresser dans son métier, courtiser une femme ou élever ses enfants. Les hospitalisations sont certes moins longues que du temps de Goffman, mais isolement et contention en prolongent toujours la durée et contribuent puissamment à les multiplier. Le revolving door, ou le syndrome du tourniquet, montre bien que le patient ne parvient plus à retrouver ses rôles sociaux. Il est désadapté et se retrouve plus ou moins temporairement incapable de faire face à certaines situations de la vie quotidienne qu'il doit à nouveau affronter. Je ne reprendrai pas ici les travaux de Michel Foucault, ou je ne le reprendrai que pour mémoire. Le travail du pouvoir pour discipliner ces sujets s'opère autour d'une fine technique politique des corps. Il s'agit de rendre dociles, de discipliner les individus sans que ceux-ci s'en rendent compte.
On repère alors comment isolement et contention participent d'une microphysique du pouvoir. Ceux qui ne seront pas suffisamment dociles seront enfermés, et si ça ne suffit pas, seront attachés à leur lit. On ne se réinsère pas en étant docile. On ne mobilise pas ses capacités quand on se sent diminué, quand on a l'estime de soi dans les chaussettes. Cette rapide exploration de l'histoire et de la sociologie, qui pourrait être davantage fournie, montre que les effets pervers de la contention ne sont pas minces. Il nous reste à explorer la clinique, mais avant, faisons un petit tour par l'étymologie qui nous permet de comprendre dans quel ray sont pris et les soignants et les patients. Le mot contention apparaît en 1771. Le grand Robert de langue française nous apprend qu'il vient du latin chirurgical contentio et de contentus, participe passé du verbe contenir. Il décrit l'action de maintenir dans une position adéquate un organe artificiellement déplacé, les fragments osseux d'une fracture, etc. Son sens premier est donc orthopédique. Comment passe-t-on de ce sens chirurgical, réel, dirais-je, à un sens métaphorique, sinon fantasmatique ? Difficile d'y répondre en quelques phrases. On retrouve deux sens, dont l'un est spécifiquement psychiatrique. Immobilisation d'un malade mental agité ou furieux au moyen de dispositifs appropriés, camisole, ceinture, etc. La définition est illustrée d'un exemple. Philippe Pinel fut l'un des premiers aliénistes à renoncer au principe de la contention des agités, entièrement abandonné depuis la découverte des neuroleptiques. La définition précise que le mot s'utilise par extension à la contention de personnes autres que des malades mentaux. On cite alors menottes, poussettes, entraves, etc. La troisième définition est technique. Il s'agit de l'immobilisation d'un animal que l'on ferre ou que l'on soigne. Nous sommes, avec le mot contention, face à un mot générique. Il est la mesure de toutes les immobilisations contraintes, du malade mental vers les galériens et autres prisonniers, puis vers les animaux. Se pose alors la question, comment attacher un autre être vivant sans le considérer comme un animal ? L'histoire de la folie de Foucault, de la même façon que les travaux plus cliniques de Paul Fustier, montre qu'à certains moments, dans certaines institutions, certains êtres perdent leur qualité d'être humain pour n'être considérés que comme des animaux, ce que nos propos trahissent parfois quand nous parlons d'eux. Et il est comme un petit animal. Pour se permettre de les détacher, il faut leur redonner figure humaine, au sens de Lévinas, à nos propres yeux comme aux leurs, les réhominiser. Le travail clinique collectif est un des outils qui permet de le faire. Chaque fois que nous renonçons à la clinique, chaque fois que nous nous focalisons sur le comportement et ses troubles, chaque fois que nous fétichisons le cadre, nous ouvrons la porte à la contention. On pourrait se dire que, eu égard à la violence que certains de ces patients déploient, vu le risque de passage à l'acte, les attacher quelques heures n'est peut-être qu'un mal pour un bien. Si ensuite ils réussissent à se contenir, c'est une mesure extrême mais conservatoire. De toute façon, on n'a pas le choix. Erreur fatale. Erreur fatale. Nous sommes là sur une ligne de front. Céder sur ce point, c'est céder sur tout le reste. Il ne sert à rien de vouloir prétendre déstigmatiser la folie si nous considérons le patient comme un animal que l'on peut attacher. Ne dit-on pas d'ailleurs que le fou est allié ? Il ne sert à rien de vouloir faire de la réhabilitation psychosociale ou de l'éducation thérapeutique s'il existe une possibilité d'attacher à son lit un quelconque patient. Quelle confiance nous ferait-il ? S'il ne connaît pas sa maladie ou ses symptômes, s'il ne réalise pas le jeu de rôle dans les règles, s'il n'identifie pas les étapes de la résolution de problèmes, ne risque-t-il pas d'aller en chambre ou d'être contenu ? Tout ce que nous pourrions vouloir lui apprendre se trouve de fait déconsidéré par la pratique de la contention. Connaître sa maladie ou ses symptômes ? À quoi bon ? Les soignants n'identifient que des troubles du comportement. Augmenter sa capacité à résoudre les problèmes ? Pourquoi faire ? Ceux qui sont censés nous y entraîner vont au plus court. La contention ne répond pas à des considérations cliniques, elle est la réponse actuelle à notre fantasmatisation de la folie et du fou. Elle est le produit de nos représentations sociales. On pourra ensuite parler de la citoyenneté, de l'empowerment, des médiateurs de santé, bla 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 bla. On n'attache pas un citoyen à son lit. La contention enserre littéralement le patient et le groupe de patients à ce lit, avec ses sangles sous notre regard qui le domine. Elle nous enchaîne nous-mêmes à ce lit et nous met en situation d'impuissance. La contention rend le soin impossible. La relation soignant-soigné est certes asymétrique, mais si l'un des deux protagonistes a le pouvoir d'attacher l'autre,
Ce n'est plus un fossé qui existe, c'est un gouffre. Rien ne pourra le combler, surtout si cette mise en contention dure ou se répète. À quoi bon proposer des entretiens? L'acte prime sur la parole. Interrogeons-nous donc sur la clinique. Le patient qui débute une schizophrénie est confronté à une dépersonnalisation accompagnée d'un éprouvé de sentiments bizarres, étranges. Il ressent avec terreur un changement de personnalité qui se manifeste par un sentiment d'irréalité du corps et de l'ambiance, par l'impression que sa pensée perd tout contact avec le monde réel, que son identité et la morphologie de son corps sont altérées. Si nous nous référons à Grivois, nous décrirons une expérience de concernement et de centralité. En clair, le patient se vit comme poreux. On lit en lui comme un livre ouvert. Il est concerné par tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans le monde, comme s'il n'y avait plus de frontières entre lui et le monde. Chez le schizophrène confirmé, ainsi que le décrit Pankow, le vécu corporel se brise en un tas de fragments. La dissociation de l'image du corps peut apparaître sous des aspects différents, ou bien une partie prend la place de la totalité du corps, de telle manière qu'il puisse encore être reconnu et vécu comme un corps limité, ou bien il produit la confusion spécifique de la psychose entre le dedans et le dehors. Ainsi, les débris de l'image du corps réapparaissent dans le monde extérieur sous forme de voix et d'hallucinations visuelles. Le patient vit dans un monde morcelé. Chaque fragment est souvent ressenti comme un monde séparé, ayant perdu toute connexion interne avec les autres fragments, etc. Que leur propose-t-on? De l'isolement et de la contention, l'enfermement dans un lieu clos et l'attachement au lit pour avoir comme effet de rassembler ces corps partiels en morceaux. Qu'en est-il? Pour le savoir, j'ai interrogé 10 patients. Ils décrivent une forme particulièrement d'isolement sensoriel qui, au lieu de réduire l'excitation, a entraîné une intensification massive de l'angoisse et la manifestation de phénomènes de morcellement et de sidération. Comment ne pas penser au morcellement, à l'anéantissement lorsqu'on lit les témoignages de François? C'est une punition, un viol, une torture muette. De Bernard, plus de points de repère, l'impression de retourner à un état animal. De Patrick, j'ai tout fait, j'avais du mal à respirer, je voyais les murs se rétrécir sur moi. Si tel est le cas, l'existence de tels phénomènes ne devrait-elle pas contre-indiquer isolement et contention? Nous sommes bien dans le cas de figure décrit par Jean-Pierre Vignat. Le séjour en chambre d'isolement, en tant qu'expérience d'isolement sensoriel, peut entraîner une intensification massive de l'angoisse et la manifestation de phénomènes de morcellement ou de phénomènes de sidération. Ces manifestations semblent bien être provoquées par la chambre d'isolement et la contention. Certains patients connaissent même un regain de violence. Claude, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'enlevais le caoutchouc des vitres, je grattais avec le plastique d'une bouteille. Bernard, ça fait du mal parce que ce sont de mauvais souvenirs. Ça fait du bien parce que ça permet de tout faire sortir physiquement. On peut se laisser aller, on combat l'isolement. Je me servais du lit en ferraille pour défoncer la porte. Du coup, ils ont enlevé le lit. Tu perds ta dignité d'être humain. Chez certains patients, la mise en chambre d'isolement aurait ainsi un effet paradoxal. Au lieu d'apaiser, de contenir l'agitation, elle la provoquerait, l'attiserait. L'éthique et la clinique se rejoignent. Ces mises en chambre d'isolement-là devraient être prohibées. Qu'en est-il de la contention? L'expérience semble être encore pire. Tout se passe comme si, attaché, le patient était enfermé à l'intérieur de son propre corps. Les patients, confrontés à l'impossibilité de toute décharge motrice, décrivent des modifications des perceptions sensorielles qui ont plus d'acuité. Ils perçoivent et interprètent la moindre rayure qui zèbre le mur de la chambre d'isolement, qui se retrouve alors peuplée de monstres grimaçants qui cherchent à les entraîner avec eux dans un quelconque inframonde plus ou moins lié à leur délire. Leur odorat comme leur ouïe sont décuplés. Ainsi, M. Petit, attaché pendant 4 mois, reconnaissait-il au bruit des pas et aux odeurs l'arrivée de chaque soignant du service. Il décrivait le pas de la surveillante, conquérant, sûr de lui, son parfum coquin. Il décrivait l'odeur un peu mièvre de la peur de tel patient de tel soignant qui entrait dans sa chambre. Ils sont évidemment en proie à des hallucinations synesthésiques contre lesquelles ils ne peuvent se défendre. Difficile de se gratter lorsque l'on est attaché. Je ne parle pas des hallucinations auditives, évidemment majorées, du fait qu'enfermés, attachés, ils peuvent déplier tant et plus un discours intérieur qu'ils ne peuvent plus s'attribuer. La contention ne supprimant ni la projection ni l'interprétation, ces perceptions exacerbées nourrissent leur délire. Il suffit d'être attentif aux thèmes délirants et aux mécanismes du délire pour percevoir que de nouvelles thématiques apparaissent. En nous référant aux mécanismes de défense prévalents, nous pourrions faire le même type de description pour le patient en état maniaque ou pour le patient borderline. Le patient attaché vit une expérience profondément déstabilisante qui majore la plupart de ses troubles et le laisse dans un vécu d'impuissance totale. Pour conclure,
Plusieurs études montrent que si les patients placés en chambre d'isolement peuvent conserver une image d'eux-mêmes relativement bonne après avoir vécu cette mesure, pour peu que celle-ci ait été reprise avec les membres de l'équipe, les patients attachés gardent pour leur part un vécu traumatique. Tout comme ceux qui sont isolés, mais dans une moindre mesure, ils peuvent vivre une expérience de dépersonnalisation provoquée par la contrainte par corps, proche des hallucinations et du délire, perception faussée, projection, interprétation délirante, etc. Lorsqu'on les écoute, on constate que ces mesures ne les soignent pas, mais les rendent plus dociles. Restez calmes, tel est le conseil qu'ils donnent aux autres patients pour éviter la contrainte. La folie ne s'exprime plus, ou alors sans intermédiaire. Une fois dociles, on leur parlera éducation thérapeutique du patient, réhabilitation psychosociale, rétablissement, empowerment. On cherchera alors à entretenir un espoir que l'on aura contribué à anéantir. Un patient attaché ou isolé, une fois sorti, consentira plus difficilement à une alliance thérapeutique et à une hospitalisation en cas de rechute. Merci.